Élection présidentielle de décembre prochain en Gambie, l'opposition a choisi un candidat unique contre le chef de l'État sortant, Yaya Jammeh. En Centrafrique, la France a déclaré officiellement ce lundi la fin de l'opération Sangari dans le pays. Et puis nous parlerons sport dans cette édition avec le joueur Gareth Bale qui a prolongé jusqu'en 2022 son contrat avec le Real Madrid. Nous très heureuse de vous retrouver en ce premier jour du mois de novembre. Mesdames, Messieurs, bonjour et bonne fête de la Toussaint à toutes et à tous. En Gambie, l'opposition a choisi un candidat unique à l'élection présidentielle de décembre pour affronter le chef de l'État sortant Yaya Jammeh qui brigue un 5e mandat. Adama Barrow, membre de la direction du Parti démocrate unifié, principal parti de l'opposition, a été désigné par les délégués des 7 partis d'opposition réunis en convention à Banjul pour être leur candidat unique à la présidentielle du 1er décembre. Lors du vote des délégués des différents partis venus des 7 régions administratives du pays, il a obtenu 308 voix sur 487. Après sa désignation, Adama Barrow a déclaré que les Gambiens sont fatigués par 22 ans de mauvaise gestion du président. Rappelons que Yaya Jammeh a été investi en février dernier, candidat au prochain scrutin par son parti, l'Alliance pour la réorientation et la construction patriotique. Le ministre français de la Défense a officiellement proclamé ce lundi à Bangui la fin de 3 ans d'opérations militaires françaises en Centrafrique. Il laisse un pays dans l'angoisse, désormais sous la seule protection des Nations Unies, faute d'un État et d'une armée capable de résister aux groupes armés. Les images. La page de l'opération Sangaris est tournée en République centrafricaine, a déclaré le ministre Jean-Yves Le Drian lors d'une cérémonie au camp militaire Mpoko, près de l'aéroport, en présence des autorités locales et du corps diplomatique. Reparti lundi en fin d'après-midi, Le Drian était arrivé la veille dans la capitale centrafricaine au moment où des affrontements entre groupes armés terrorisaient de nouveau le quartier musulman du PK5 de Bangui. Un règlement de compte entre groupes d'autodéfense qui a fait une dizaine de morts, dont des civils, selon des sources concordantes. En fin de semaine, d'autres violences dans le centre du pays ont fait 25 morts, dont 6 gendarmes. Dans ce contexte tendu, Le Drian a assuré aux responsables centrafricains que la fin de Sangaris ne signifiait pas la fin des relations militaires entre la France et la Centrafrique. Environ 350 militaires français équipés de drones d'observation resteront présents en Centrafrique, dont une centaine au sein de la force de l'ONU, la MINUSCA, notamment au niveau de l'état-major. La France avait mobilisé plus de 2000 soldats au plus fort des tensions. La fin de Sangaris redonne un peu d'air à l'armée française qui est engagée sur 2 autres théâtres d'opération dans la bande sahélo-saharienne avec 4000 hommes et au Moyen-Orient, 4000 hommes également, est fortement mise à contribution sur le territoire national depuis les attentats de 2015 avec 7000 hommes en moyenne. Pendant ce temps, en République démocratique du Congo, 6 corps de militants de l'opposition tués en septembre dernier lors des manifestations contre le président Joseph Kabila ont été exposés publiquement ce lundi à Kinshasa. Les dépouilles ont été exposées au siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social, UDPS, le parti d'Étienne Tshisekedi. Environ 2000 militants de cette formation politique se sont rassemblés sur le lieu des funérailles où les 6 cercueils de couleur blanche couverts du drapeau blanc, bleu, rouge, jaune de l'UDPS sont exposés. Nos combattants ont été tués par la barbarie de Kabila, a déclaré Jean-Marc Kabounk, secrétaire général du parti. Les 19 et 20 septembre dernier, au moins 53 personnes ont été tuées selon l'ONU lors d'une manifestation à l'appel d'une large coalition d'opposition, le Rassemblement. Les manifestants exigeaient le départ de Joseph Kabila le 20 décembre prochain, la date légale de la fin de son mandat. Pravin Gordhan, lavé de tout soupçon de fraude. La justice sud-africaine a annoncé ce lundi l'abandon des poursuites pour fraude contre le ministre sud-africain des Finances, Pravin Gordhan. Voici le reportage. Après 3 semaines de polémique en Afrique du Sud, le procureur général abandonne toutes les accusations lancées contre Pravin Gordhan.
Le ministre sud-africain des Finances, alors soupçonné d'avoir favorisé les conditions du départ à la retraite d'un haut fonctionnaire en 2010, peut désormais dormir tranquille. Le parquet, qui avait annoncé le 11 octobre dernier l'ouverture d'une enquête contre l'autorité, y met un terme. Face à la presse, le procureur général a reconnu que les charges retenues contre Pravin Gordhan et 2 anciens responsables des services du fisc sud-africain étaient infondées. And in the absence of any other evidence to the contrary, I am satisfied that Mr. Magashule, Mr. Pillay and Minister Gordhan... En l'absence de toute autre preuve indiquant le contraire, je suis convaincu que M. Magashule, Pillay et le ministre Gordhan n'ont pas eu l'intention d'agir contre la loi. En conséquence, j'ai ordonné le retrait des poursuites avec effet immédiat contre M. Magashule, Pillay et le ministre Gordhan. Et il n'y a donc plus besoin que M. Magashule, Pillay et le ministre Gordhan de se présenter devant la Cour pour répondre des charges précédemment citées. Mr. Pillay or Minister Gordhan to appear in court in respect to the charges listed in the aforementioned summonses. Une première comparution du ministre des Finances était prévue mercredi devant un tribunal de Pretoria. En dehors des charges contre lui ainsi abandonnées, Pravin Gordhan est également soupçonné d'avoir mis en place au sein du fisc sud-africain une unité qui aurait espionné des hommes politiques dont le président Jacob Zuma. L'intéressé a jugé ces accusations sans fondement et les a attribuées au camp du président sud-africain auquel il s'oppose sur la gestion des entreprises publiques et la lutte contre la corruption. L'organisation Human Rights Watch a accusé ce lundi des responsables nigérians, notamment des policiers et soldats, d'avoir violé et abusé de femmes réfugiées dans des camps du nord-est du pays. 4 victimes, interrogées par l'organisation de défense des droits de l'homme, ont affirmé avoir été droguées et violées après avoir déjà été victimes des djihadistes de Boko Haram. 37 autres ont rapporté avoir été conduites à avoir des relations avec ces responsables en échange de fausses promesses de mariage ou d'aide médicale et financière. Human Rights Watch affirme avoir en juillet recensé 43 femmes et filles dans 7 camps de déplacés de Maïdougouri, capitale de l'État du Borno, qui ont été abusées par des responsables de camps, des membres de milices d'autodéfense, des policiers et des soldats. Au Bénin, on parle toujours de la présumée affaire de trafic illicite de drogue. Pour la première fois depuis le début de cette affaire, le procureur de la République s'est prononcé sur le dossier. Tout en exposant des faits, il a apporté des éléments par rapport au déroulement de l'enquête menée par une commission mixte mise en place par le parquet. Je vous propose de suivre un extrait de sa déclaration. C'était lors d'un point de presse qu'il a animé ce lundi à Cotonou. Il est à préciser que 2 conteneurs ont été embarqués depuis le Brésil à destination de la société Common SA au Bénin. Contrairement à ce qu'on a pu entendre, le conteneur inspecté le 28 octobre ne faisait pas partie d'un grand nombre de conteneurs à l'embarquement. Il n'était que 2. Les 2 conteneurs dont les numéros de série se suivent. Le premier, portant le numéro C 16 10 10 49, et le second, le numéro C 16 10 10 48, ont été transbordés à Las Palmas en Espagne avant d'être acheminés sur Cotonou le 26 octobre par le navire MSC Sophie après une escale à Lagos. 3. 24 heures avant l'arrivée du navire à Cotonou, soit le 25 octobre, la société Common SA, destinataire des 2 conteneurs, a déposé auprès des services de douane des déclarations sommaires devant lui permettre, par le biais d'une procédure spéciale, de procéder à l'enlèvement immédiat des 10 conteneurs dès leur débarquement du navire et à leur acheminement direct sur le terminal à conteneurs de la société Socotrac Sal Sisa Djefa Semekoudi. Les formalités douanières définitives et les éventuels contrôles douaniers ne devant se faire qu'à Djefa sur le site de la société. 4. C'est dans cette condition que des informations nécessitant une inspection des conteneurs
sont parvenus au service béninois dans le cadre de la coopération internationale pour la lutte contre les stupéfiants. En raison de cette découverte et des besoins d'enquête, des mesures de placement en garde à vue ont été prononcées et ont dû être prorogées à l'encontre des personnes mises en cause. L'équipe des enquêteurs s'active sur mes instructions dans la poursuite des investigations en toute sérénité et professionnalisme en vue de la suite procédurale pertinente à y donner dans les meilleurs délais. À la suite du procureur de la République, je vous invite à suivre la réaction de Maître Jacques Migan, porte-parole du collectif des avocats de Sébastien Adjavon. Il convient de préciser à l'attention de l'opinion publique que sur les 2 conteneurs en cause, un a été retiré de la garde du manutentionnaire et déposé à la brigade maritime à l'insu de la société Common. Il s'agit précisément du conteneur dont les scellés d'origine ont été violés et remplacés et dans lequel les produits incriminés ont été découverts. Le plan de substitution apposé est un plan qui n'est plus utilisé dans le transport maritime depuis plus de 7 ans. Depuis plus de 7 ans. Il a été constaté ce jour, 31 octobre 2016, que le second conteneur, resté sous la garde du manutentionnaire, comporte toujours les plans d'origine dont les numéros sont conformes au connaissement. De fait, à la fouille, il ne comporte aucun produit illicite. Il est surprenant dans ce dossier que seul M. Sébastien Adjavon et ses collaborateurs sont l'objet de garde à vue, alors que, à la différence de tous les acteurs de la chaîne maritime, ils n'ont jamais eu accès aux conteneurs. Au vu de tout ce qui précède, la garde à vue de M. Sébastien Adjavon et de ses collaborateurs et son maintien reste arbitraire. Une note sportive pour finir, menacée d'une interdiction de recrutement, le Real Madrid a étendu ce dimanche le contrat de Gareth Bale jusqu'en 2022, ce qui constitue le dernier épisode en date d'une vague de prolongation qui pourrait culminer avec la star Cristiano Ronaldo. Suivons à présent un extrait des propos de Gareth Bale. I'm obviously very, very happy today Je suis évidemment très très heureux et oui, quand je suis arrivé ici, je voulais réussir. Je voulais remporter des trophées ici. Et oui, d'être assis ici pour renouveler mon contrat, c'est un autre rêve qui se réalise. Et j'espère qu'il y aura d'autres trophées et d'autres titres à conquérir ici. J'ai signé ici parce que je pense que nous pouvons continuer à remporter des trophées, à remporter des Ligues des Champions, à remporter des championnats. Et c'est très important pour ce club. Et oui, évidemment, cette saison, nous voulons remporter le championnat, nous voulons remporter la Ligue des Champions et toutes les compétitions auxquelles nous participons. Alors oui, pour moi, c'est important de continuer à travailler dur, à aider l'équipe à assister. Ce sera tout pour cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.